Bonjour, vous m'écoutez s'il vous plaît? Ah ouais, c'est bon. Ah, yeah, bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir le cours intitulé Anémie hémolytique auto-immune. Donc avant de commencer, on va essayer de faire un petit rappel, c'est quoi l'anémie, comment se définit l'anémie. Avant d'entamer, on va déchiffrer chaque partie de l'intitulé. Donc l'anémie se définit par la diminution de taux d'HB au-dessous des valeurs normales en fonction de l'âge et du sexe. Par exemple, on va voir une anémie pour une femme pour un taux d'HB inférieur à 12 grammes par décilitre. Pour un homme, c'est inférieur à 13 grammes par décilitre. Pour un enfant, c'est inférieur à 11 grammes par décilitre. Et pour le nouveau-né, c'est inférieur à 14 grammes par décilitre. Donc ça, devant toute diminution de taux d'HB, on définit l'anémie. Donc à l'état normal, la durée de vie de globules rouges, c'est de 120 jours. C'est-à-dire, au bout de 120 jours, les globules rouges vont être lysés par un mécanisme physiologique. Et c'est ça ce qu'on appelle l'hémolyse physiologique. Devant des phénomènes anormaux ou dans des situations anormales, la destruction des globules rouges devient accélérée, ou un raccourcissement de la durée de vie de globules rouges qui est accéléré. Ok. Sans problème, pardon. Donc la durée de vie de globules rouges va être raccourcie dans certaines situations. Dans certaines situations, la durée de vie de globules rouges va être raccourcie et ce raccourcissement, on l'appelle l'hémolyse pathologique. Donc à l'état normal, c'est 120 jours. Lorsque la durée de vie est raccourcie, on va parler de l'hémolyse. Ok, ok, sans problème. Donc c'est l'hémolyse pathologique. Donc lorsqu'on aura l'hémolyse physiologique, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hémolyse physiologique? On a déjà dit que l'hémolyse physiologique, à 85%, se localise au niveau intratissulaire. Extravasculaire, 15%, c'est au niveau intravasculaire. Donc, le globule rouge va passer au niveau extravasculaire. Qui dit extravasculaire, ce sont les organes ou le système réticulo-endothélial. La destruction des globules rouges va aboutir à la libération du composant essentiel qui est l'hémoglobine. L'hémoglobine va être dissociée en globine, en M, en fer par la suite et en protoportine. Ça, c'est le mécanisme physiologique. Dans certaines situations, ce mécanisme est altéré et va engendrer une accélération de la mort de globules rouges. Donc, c'est l'hémolyse pathologique. Dans ce cas, on parle d'une anémie caractéristique, c'est l'anémie hémolytique. Donc, lorsqu'on aura un raccourcissement de la durée de vie de globules rouges, c'est l'hémolyse pathologique. Et avec un taux d'HB diminué, on parle d'une anémie hémolytique. Dans le cas des anémies hémolytiques, on a plusieurs types en fait, selon le facteur déclenchant ou engendrant cette hémolyse pathologique. Soit il s'agit d'un facteur qui est lié aux globules rouges, et on parle d'un facteur intrinsèque, soit bon, juste une minute, pardon. Donc, soit c'est un mécanisme qui est lié aux globules rouges et c'est un facteur intrinsèque, et qui dit facteur intrinsèque, c'est un facteur ou c'est une anémie généralement d'origine congénitale. Ou bien c'est un mécanisme extrinsèque et à l'origine d'anémie. Okay. Donc, on a dit anémie, diminution de taux d'HB. Lorsque le mécanisme de cette anémie est dû à un raccourcissement de la durée de vie de globules rouges, il s'agit d'une anémie hémolytique. L'anémie hémolytique, il y en a plusieurs mécanismes qui engendrent l'hémolyse pathologique. Soit c'est un facteur qui est lié aux globules rouges, soit c'est un facteur externe. Qui dit un facteur
liées aux globules rouges. Raccourcissement, on a dit que pour le globule rouge, la durée de vie est de 120 jours. Normalement, une fois le globule rouge est produit au niveau de la moelle, va passer au niveau de la circulation sanguine pour assurer son action qui est le transport de l'oxygène. La durée normale est de 120 jours, puisque présente, on a déjà dit que pour le globule rouge, présente un stock d'enzymes, de molécules suffisant pour 120 jours. Une fois que le 120 jours, c'est bon, épuisement total et la destruction du globule rouge. Dans le cas pathologique, le globule rouge ne peut pas aboutir à 120. Il y aura un raccourcissement, c'est-à-dire la liste de globules rouges va se faire à 28 jours par exemple, à 30 jours, selon les circonstances et selon les mécanismes. C'est clair ou c'est pas clair pour le raccourcissement? Au lieu de 120 jours, le globule rouge va être détruit à un temps précoce, à 20 jours, à 28 jours, selon les facteurs déclenchants qu'on va essayer de les résumer ici. Donc, on a dit des facteurs qui sont liés au globule rouge. Ce sont des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire une anomalie qui touche l'un des composants. Quels sont les composants des globules rouges? Il y en a la membrane, il y en a les enzymes, et on a l'hémoglobine. Si l'un de ces composants est altéré, va engendrer une anémie hémolytique. Et généralement, l'anomalie de ces composants est d'origine congénitale, le plus souvent des cas. Lorsque le facteur ou l'anomalie à l'origine de l'hémolyse n'est pas due à une anomalie de l'un des composants de globules rouges, c'est un facteur extrinsèque, c'est-à-dire le globule rouge est intact, synthétisé normalement au niveau de la moelle, va passer dans la circulation normalement, tout va bien, l'hémoglobine synthétisée normalement, les enzymes existent en quantité suffisante et la membrane se trouve normalement, structure normale, composant normal, tout va bien. Mais l'hémolyse est due à un mécanisme externe. À titre d'exemple, par exemple, pour les mécanismes externes, globule rouge en circulation, elle circule, et hop, on aura par exemple un obstacle, un thrombus, quelque chose. Ok, pardon. Donc, on a dit, c'est clair pour le facteur intrinsèque, c'est une anomalie qui affecte le globule rouge. Le facteur extrinsèque, le globule rouge est normal et on aura le globule rouge est normal, circule, et on aura un facteur externe. Parmi les facteurs externes, par exemple, on aura un obstacle, un thrombus, un caillot de sang qui est au niveau du système vasculaire. Le globule rouge ne peut pas traverser le vaisseau normalement et hop, elle va s'éclater. Ça, c'est un mécanisme mécanique. La cause de l'hémolyse de l'anémie s'agit du mécanisme mécanique. Il y a d'autres mécanismes. Parmi ces mécanismes, par exemple, il y aura les infections de tout type. Les infections parasitaires, les infections bactériennes, les infections virales. Les différents types des infections peuvent engendrer une hémolyse de globules rouges. Troisième type de mécanisme, il y a toxique. Qui est toxique, par exemple, on aura les médicaments. Certains médicaments peuvent engendrer une anémie hémolytique. Certains toxiques. Par exemple, on aura les anémies qui sont dues à une intoxication au plomb. Donc ça, c'est juste des exemples. Et on aura le mécanisme qui nous intéresse pour le cours d'aujourd'hui, c'est le mécanisme immunologique. Dès le terme immunologique, c'est la présence des anticorps. La présence des anticorps. Donc, la destruction des globules rouges est due à la présence des anticorps. Donc, on résume et on récapitule. Anémie, diminution de taux d'HB, hémolyse, c'est destruction, un raccourcissement de la durée de vie des globules rouges. Ce raccourcissement peut être dû à deux types, soit à un problème au niveau des globules rouges eux-mêmes, soit un problème externe. Un problème au niveau des globules rouges, soit peut affecter la membrane, et c'est les anémies par anomalie membranaire, soit peuvent affecter l'hémoglobine, ce sont les hémoglobinopathies,
soit sont dus à des anomalies au niveau des enzymes, ce sont les anémies par enzymopathie. Ça, c'est les anémies hémolytiques, le plus souvent, sont d'origine congénitale. L'autre type, c'est les anémies acquises et qui sont dues à un facteur déclenchant de l'hémolyse externe, soit mécanique, soit infectieux, soit toxique, soit immunologique. Donc, c'est clair pour ce point. Donc, on va se concentrer pour aujourd'hui sur les anémies hémolytiques immunologiques. Anémie, diminution de taux d'HB, hémolytique, un raccourcissement de la durée de vie, le mécanisme, présence d'anticorps immunologiques. Donc, les anémies hémolytiques immunitaires, on a dit c'est la destruction excessive et qui est due présence d'un anticorps dérégé contre les globules rouges. Donc, anémie, diminution de taux d'HB, hémolytique, raccourcissement, c'est quoi le mécanisme? C'est immunitaire. Immunitaire, c'est la présence des anticorps qui sont... On va y arriver. Donc, pour la différence entre un allo-anticorps et un auto-anticorps. Donc, pour les anémies immunitaires, c'est la présence des anticorps. Ces anticorps vont engendrer la destruction par un mécanisme standard. Donc, pour les anémies hémolytiques immunitaires, il y en a 3 types. Il y en a les anémies hémolytiques auto-immunes, qui sont dues à la présence d'un auto-anticorps, les anémies hémolytiques allo-immunes, qui sont dues à la présence d'allo-anticorps, et les anémies hémolytiques d'origine médicamenteuse. Donc, c'est quoi la différence entre un auto-anticorps et un allo-anticorps? Déjà, dès le terme, on a un auto, c'est un anticorps dérégé contre ses propres antigènes, c'est-à-dire l'antigène de soi. J'ai un antigène, normalement, je ne produis pas un anticorps dérégé contre cet antigène. Mais dans ce cas-là, de façon générale, dans les maladies auto-immunes, c'est un dérèglement du système immunitaire qui va engendrer la production d'un auto-anticorps, c'est-à-dire un anticorps dérégé contre ses propres antigènes. À la différence d'un allo-anticorps, l'allo-anticorps, c'est un anticorps dérégé contre un antigène du même comment dirais-je, du même espèce. C'est-à-dire, je produis un allo-anticorps, un anticorps dérégé contre un antigène que je ne possède pas, mais un autre individu possède cet antigène. À titre d'exemple, par exemple, j'ai un antigène D, l'antigène D du système Rhesus, je ne peux pas produire un auto-anticorps dérégé contre l'antigène D, ça c'est clair. Par contre, si je suis un sujet Rhesus négatif, et par tel ou tel mécanisme, j'aurai l'antigène, j'aurai en contact d'antigène D, je produis un anticorps contre l'antigène D, et ça, on l'appelle allo-antigène. Je ne possède pas l'antigène, mais dans des situations de contact avec cet antigène, soit de transfusion, soit grossesse, je peux produire un anticorps. Dans ce cas, on l'appelle un allo-anticorps. Auto-anticorps produit des anticorps dérégés contre ses propres antigènes. À la différence d'allo-anticorps, ce sont des anticorps dérégés contre des antigènes du même espèce ou trouvés chez d'autres individus, et non pas chez soi. Pour les anémies hémolytiques d'origine médicamenteuse, donc ce sont des anticorps dérégés contre des médicaments. Et par des mécanismes, on aura une absorption secondaire sur les globules rouges. Par exemple, vous prenez du pénicilline, et pour certains sujets uniquement, puisque ça dépend le statut et le contexte du sujet. Tu prends par exemple le pénicilline, et en présence d'un dérèglement du système immunitaire, on produit un anticorps dérégé contre le pénicilline. Cet anticorps, par exemple, greffe d'organes, précisez s'il vous plaît, vous voulez dire quoi par greffe d'organes? Par exemple, vous greffez un sujet dont le même ne présente pas le même, par exemple, antigène HLA. Oui, vous pouvez produire des anticorps dérégés contre le système HLA du greffant. L'essentiel, c'est tout antigène qu'on ne possède pas. Vous ne possédez pas tel antigène, dans des situations X ou Y, en contact de cet antigène, on produit des anticorps. On les appelle alors anticorps. Par contre, les auto-anticorps, ce sont des antigènes qu'on a déjà. Des antigènes, par exemple, je ne sais pas, pour le système avion, on les appelle des hétéro-anticorps. Ce sont des anticorps
qu'on les retrouve dans d'autres espèces. C'est pour ça qu'on les appelle des hétéroanticorps. Des anticorps, par exemple, si j'ai l'antigène A, jamais je produis un anticorps anti-A. Dans le cas, ça c'est titre d'exemple, hein, c'est pas juste. Dans certains cas, par exemple, où je produis un anticorps dérégé contre l'antigène A, à ce moment-là, on l'appelle un auto-anticorps. Mais par exemple, pour l'antigène B, que je ne l'ai pas, si j'entre en contact avec l'antigène B, ça, dans ce cas-là, on l'appelle un allo-anticorps. C'est clair? Auto, c'est pour tout antigène. À l'état normal, on ne produit pas des auto-anticorps. C'est dans des situations pathologiques. Par contre, l'allo-anticorps, dans des situations de rencontre avec l'antigène. Si je transfuse avec un antigène que je ne possède pas, je produis un allo-anticorps. Dans le cas de la grossesse, la mère ne possède pas l'antigène dans le bébé A. Dans ce cas, elle produit un allo-anticorps. Mais si elle produit un anticorps dérégé contre le soi, c'est un auto-anticorps. C'est simple, auto contre l'antigène de soi, allo c'est contre des antigènes du même espace qu'on ne possède pas. Donc pour les anémies hémolytiques d'origine médicamenteuse, c'est des anticorps dérégés contre les médicaments qui vont être par la suite absorbés à la surface de globules rouges. On dit on va prendre un médicament X, je prends le médicament, l'organisme produit un anticorps contre ce médicament, anticorps avec médicament en formation d'un complexe, ce complexe-là va se fixer à la surface de globules rouges. Globules rouges avec un complexe antigène-anticorps, phagocytose. Présence d'anticorps, c'est logiquement ce produit ou cette molécule, que ce soit globule rouge avec médicament, médicament tout seul, doit être éliminé. Donc on aura la phagocytose, élimination du complexe avec le globule rouge, et va engendrer l'hémolyse. Dans ce cas, on l'appelle anémie hémolytique d'origine médicamenteuse. Donc ce qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, ce sera les anémies hémolytiques auto-immunes, c'est-à-dire des anémies, diminution de taux d'HB, dû à un raccourcissement de la durée de vie, raccourcissement de la durée de vie globule rouge. Le mécanisme, c'est destruction par la présence d'un auto-anticorps, un anticorps dérégé contre les antigènes du soi. Donc, un petit aperçu sur les anémies hémolytiques auto-immunes. Les anémies hémolytiques, ce sont les plus fréquentes parmi les anémies hémolytiques de façon générale. Il s'agit d'une affection acquise. On a dit que tout facteur externe à l'origine de l'hémolyse, c'est généralement engendre une anémie d'origine acquise. Extracorpusculaire, corpusculaire, c'est le corps de globules rouges. Extra, c'est un facteur externe. Donc, anémie hémolytique auto-immune, il s'agit d'une affection acquise extracorpusculaire, qui est due à la présence des auto-anticorps, des anticorps dérégés contre les antigènes du soi. Où se trouvent ces antigènes? À la surface des globules rouges, c'est-à-dire des antigènes que possède l'individu à la surface de globules rouges. La surface de globules rouges est riche d'antigènes. On possède plus de 300 antigènes à la surface de globules rouges. À titre d'exemple, on a les antigènes du système ABO, les antigènes du système Rhesus, les antigènes du système KEL, du système DeFi, du système KID, le LUIS, le terrain. Donc, il y en a une panoplie d'antigènes. À l'état normal, présence d'antigènes à la surface de globules rouges, pas de production d'auto-anticorps. Dans des situations pathologiques, production des anticorps dérégés contre les antigènes du soi. Logiquement, anticorps en rencontre d'antigènes, fixation, élimination, hémolyse, et à la fin, on aura une anémie. Donc, anémie hémolytique, auto-immune, auto-anticorps. Le mécanisme, généralement, il s'agit d'une affection acquise extracorpusculaire. Donc, le mécanisme à l'origine de la production d'auto-anticorps, en fait, il y en a plusieurs théories. Mais le problème, toujours, se localise au niveau du système immunitaire. Donc, soit il s'agit d'un dérèglement du système immunitaire. Logiquement, le système immunitaire n'arrive pas à faire la différence entre le soi et non-soi. Donc, ça, c'est juste un petit aperçu pour comprendre comment on peut arriver, dans certaines situations, à produire un auto-anticorps. Le système immunitaire perd de contrôle. La perte de tolérance. La tolérance, c'est le système qui permet d'accepter les antigènes du soi. Donc, si à certaines situations pathologiques,
le système n'arrive pas à tolérer les antigènes du choix, logiquement, va produire des auto-anticorps. L'exposition à un antigène similaire. Un antigène similaire, c'est ce qu'on appelle les réactions croisées. Antigène qui présente une structure qui se rapproche d'un antigène de soi. Par exemple, j'entre en contact avec un antigène qui présente une structure qui se rapproche du système Rhésus. Dans cette situation, on aura la production d'un anticorps qui est dirigé contre l'antigène le plus proche de cette structure. Donc ça, c'est juste pour comprendre les différents mécanismes. Soit c'est un dérèglement du système immunitaire, la perte de tolérance, l'exposition à un antigène similaire, et dans le cas des cancers qui sont les néoplasmes ou les hémopathies malignes dues principalement à des anomalies au niveau de lymphocytes. Donnez-moi un exemple de la néoplasme des lymphocytes B qui va tomber dans votre tête rapidement. Néoplasme des lymphocytes B. Vous avez vu par exemple les hémopathies malignes de façon générale qui affectent les différentes lignées. LLC, oui, l'LLC c'est par excellence. L'LLC engendre une anémie hémolytique à auto-anticorps. Et c'est le clan non-malin qui engendre cette production. Myélome, oui, myélome multiple. Donc ce sont les différentes hémopathies malignes. Cancer, lymphome non-Hodgkinien. Les lymphomes non-Hodgkiniens, oui, ça c'est bien, très bien. Donc pour l'LLC c'est top 1 parmi ces lymphomes ou syndrome lymphoprolifératif. Engendre presque dans un tiers des cas, on peut avoir une anémie hémolytique auto-immune. Donc, comment se produit la destruction? C'est bon, il y a un problème au niveau du système immunitaire, suite à un dérèglement, suite à une présence d'une anomalie adjacente, c'est le cas des néoplasmes, suite à une exposition à un antigène qui se rapproche de l'antigène, c'est bon. Il y a le facteur ici, production de l'auto-anticorps. Qu'est-ce qu'il va se passer par la suite? L'auto-anticorps, logiquement, va circuler au niveau de la circulation sanguine. Qu'est-ce qu'il existe au niveau de la circulation? Ce sont les globules rouges. Anticorps avec antigène, l'auto-anticorps va se fixer à la surface de globules rouges. Ça, c'est clair. Donc, on a en fonction, il y en a plusieurs types d'auto-anticorps. Et ces auto-anticorps vont engendrer quoi? Vont engendrer la destruction, mais par 3 types de mécanismes. Auto-anticorps fixés aux globules rouges, formation de complexes auto-anticorps auto-antigènes. Si l'auto-anticorps ne peut pas fixer le complément, on a ce qu'on appelle le mécanisme d'adhérence opsonique. C'est-à-dire quoi, adhérence opsonique? Globule rouge avec auto-anticorps, l'auto-anticorps soit de classe EGM, soit de classe IgG. Dans ce cas, dans l'adhérence opsonique, généralement, c'est un IgG. IgG ne fixe pas le complément. Globule rouge va circuler avec l'auto-anticorps, va aller où? Va aller au système réticulo-endothélial. C'est le lieu de la destruction des globules rouges. La rate, le foie, c'est clair? Le système réticulo-endothélial, c'est le lieu où on aura la destruction. L'hémolyse de façon générale, l'hémolyse extravasculaire. Globules rouges avec auto-anticorps. Dans les macrophages, dans les différents macrophages du système réticulo-endothéliaque, il y en a des récepteurs qui reconnaissent la fraction constante des anticorps de façon générale. Donc, globule rouge avec un auto-anticorps va arriver au niveau du système réticulo-endothélial. Macrophages reconnaissent la fraction constante de l'anticorps. Fixation phagocyteuse de globules rouges avec l'anticorps. Et ça, on appelle l'adhérence opsonisation. Ce phénomène de phagocyteuse, on l'appelle opsonisation. Et ça, c'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est que l'auto-anticorps va se fixer à la surface de globules rouges. L'auto-anticorps va se fixer à la surface de globules rouges. Puis, une fois, c'est un auto-anticorps qui a la capacité de fixer le complément, on aura fixation du complément. Une fois on aura la fixation du complément, il y a l'activation de la voie classique du complément. Donc, la voie classique normale, activation jusqu'à arriver au stade du complexe d'attaque membranaire. Donc, activation du complexe jusqu'à
le stade du MAC, complexe d'attaque membranaire, et on aura la destruction du globule rouge. Généralement, c'est un mécanisme intravasculaire. On va reprendre les trois mécanismes. Par la suite, on aura troisième, ça c'est anticorps qui a la capacité, c'est généralement les IgM, mécanisme intravasculaire. Pour le troisième mécanisme, fixation d'auto-anticorps qui va fixer le complément, mais l'activation ne va pas aboutir au complexe d'attaque membranaire, plutôt va s'arrêter au stade de C3. Cette fraction du complément C3 fixée à la surface d'auto-anticorps. En fait, les macrophages ou les cellules du cube fer au niveau du foie reconnaissent la fraction C3. Donc, les globules rouges en circulation vont aller au niveau hépatique, les macrophages vont reconnaître la fraction C3 et vont engendrer la destruction du globule rouge sur lesquels sont fixés les auto-anticorps. On l'appelle immunoadhérence. Donc, adhérence opsonique, présence pardon. Donc, l'adhérence opsonique, c'est présence d'auto-anticorps qui ne fixent pas le complément et vont engendrer la destruction de globules rouges par phagocytose, ou bien ce qu'on appelle opsonisation. Donc, auto-anticorps ne fixe pas le complément, opsonisation par les macrophages, c'est l'adhérence opsonique. Ça, c'est parmi les mécanismes. Engendre une hémolyse extravasculaire, une hémolyse intratissulaire au niveau du système réticulo-endothélial. Donc, ça, c'est le premier mécanisme. Donc, la fixation se fait grâce aux récepteurs spécifiques pour les fractions constantes des auto-anticorps. C'est clair pour le premier mécanisme? Auto-anticorps ne fixant pas le complément, généralement de nature IgG, et engendre une phagocytose au niveau du système réticulo-endothélial. Ce phénomène, on l'appelle opsonisation. Deuxième mécanisme, c'est des auto-anticorps qui fixent le complément, mais l'activation du complément s'arrête au stade de C3. Donc, adhérence opsonique, auto-anticorps ne fixe pas le complément, destruction par phagocytose ou bien opsonisation. Deuxième mécanisme, c'est des auto-anticorps, généralement du type IgM, qui fixent le complément, mais dont l'activation s'arrête au stade de C3. Ces C3-là sont reconnus par les macrophages au niveau hépatique. Une fois reconnus, on aura les rétrophagocytoses. Troisième mécanisme, c'est la destruction par le complexe d'attaque membranaire, auto-anticorps fixant le complément et activation du complément jusqu'au complexe d'attaque membranaire. Généralement, il s'agit d'une hémolyse intravasculaire. Donc, pour les deux premiers mécanismes, adhérence opsonique et l'adhérence immune, il s'agit d'une hémolyse extravasculaire, une hémolyse intratissulaire. C'est la même chose, extravasculaire ou bien intratissulaire. Pour la destruction par le complexe d'attaque membranaire, c'est l'hémolyse intravasculaire. Donc, hémolyse intravasculaire, formation jusqu'au complexe d'attaque membranaire et d'activer optimum thermique à 37 degrés Celsius. Donc ça, c'est érythrophagocytose, la nature IgM, fixant le complément et l'activation s'arrête au stade de C3. Donc, dans le cas de l'adhérence opsonique, c'est un auto-anticorps qui ne fixe pas le complément. Et on aura reconnu par adhérence au récepteur sur certaines cellules qui vont être opsonisées par la suite.
Donc, c'est clair pour les mécanismes? L'adhérence immune est extravasculaire. Donc, tout ce qui est phagocyteuse va se localiser au niveau extravasculaire. C'est uniquement pour la formation du complexe d'attaque membranaire qu'on a une hémolyse intravasculaire. Donc ça, c'est clair. Donc on aura une anémie, diminution de taux d'HB, raccourcissement de la durée de vie des globules rouges engendrant une hémolyse pathologique, il s'agit d'une anémie hémolytique. Lorsque ce mécanisme ou lorsque cette destruction est due à la présence d'un anticorps, on l'appelle anémie hémolytique immunologique. Lorsque la nature de l'anticorps, il s'agit d'un auto-anticorps, c'est-à-dire un anticorps dérégé contre les antigènes de soi, on appelle une anémie hémolytique auto-immune. Le mécanisme à l'origine de cette production d'auto-anticorps, il y en a plusieurs hypothèses. Soit il s'agit d'un dérèglement au niveau du système immunitaire qu'on peut l'observer dans le cas des maladies auto-immunes, soit dans le cas où on aura une perte de la tolérance immunitaire, soit il s'agit d'une exposition à un antigène qui est présente ou se rapproche dans la structure avec un antigène de soi, soit dans des cas de cancer, type les néoplasmes ou les hémopathies lymphoïdes. Donc, comment se fait la destruction? La destruction se fait selon trois mécanismes, soit par une adhérence opsonique, soit par une adhérence immunoadhérence, soit par cytotoxicité ou par la formation de complexes d'attaque membranaire. L'adhérence opsonique, lorsque l'auto-anticorps, il s'agit d'un auto-anticorps de type IgG qui ne peut pas fixer le complément, donc la fixation d'auto-anticorps va engendrer la phagocytose des globules rouges au niveau du système réticulo-endothélial. Lorsque l'auto-anticorps produit a l'aptitude de fixer le complément, mais la fixation va engendrer l'activation du complément uniquement jusqu'au stade de C3, va engendrer la destruction de globules rouges par le mécanisme d'immunoadhérence. Lorsque l'auto-anticorps produit a l'aptitude de fixer le complément et engendre son activation jusqu'aux formations de complexes d'attaque membranaire, il s'agit de la destruction du globule rouge par complexe d'attaque membranaire. Normalement, c'est bon. Donc, une fois c'est bon, on aura l'hémolyse, on a l'expression clinique ou les manifestations cliniques standards de l'hémolyse. Les manifestations cliniques standards de l'hémolyse, c'est des... Donnez-moi un exemple, par exemple, d'une anémie, généralement. Hein. On va commencer par les symptômes généraux d'anémie, quelle que soit l'origine du type d'anémie. Anémie sans symptomatologie, donc une personne qui se présente avec une anémie, on n'a pas une symptomatologie. Pâleur. Donc ça, c'est directement pâleur. Donc on aura la tachycardie, fatigue. Devant toute anémie, on aura les mêmes symptomatologies de façon générale. Asthénie, très bien. Tachycardie, excellent. Donc fatigue, ictère, bien, c'est ictère. Ictère, c'est très caractéristique pour le mécanisme d'hémolyse. Donc l'ictère explique bien, devant l'ictère, généralement, on soupçonne présence d'une hémolyse. Donc, pour la pâleur, asthénie, tachycardie, fatigue, ce sont des symptômes généraux qu'on observe de façon générale devant de tout type d'anémie et par la suite en fonction de la sévérité. Pour l'ictère, c'est très caractéristique pour la triade hémolytique. Donc, on aura, dans le cas avant de passer, donc on aura une hémolyse. L'hémolyse, quelle est la finalité de l'hémolyse? Donc, l'hémolyse, on a dit la destruction de globules rouges. Par la suite, on aura la destruction de l'hémoglobine. L'hémoglobine en deux parties, l'hème et la globine. La globine se compose principalement de quoi? La globine. Globine. Acides aminés. Donc, les acides aminés produits vont rejoindre le pool des acides aminés au niveau de la circulation. Par la suite, l'hème se compose du fer et de la protoporphyrine. Le fer va rejoindre le pôle du fer, donc le fer ferrique, et par la suite transporté au niveau de la moelle pour permettre la synthèse de l'hémoglobine. Et on aura la protoporphyrine. La protoporphyrine va être transformée à la fin en protoporphyrine. La transformation, c'est en bilirubine, c'est bien. Donc en bilirubine non conjuguée qui va être libérée dans la circulation. La bilirubine non conjuguée, donc on aura normalement va former un complexe avec l'albumine pour être transporté au niveau hépatique et puis
transformer ou subir la glycoroconjugaison et transformer en bilirubine conjuguée, sécrétée au niveau de la bile. Donc, dans certaines situations, on aura une hémolyse accélérée, le taux de la bilirubine non conjuguée va être augmenté dans la circulation et donc va dépasser les capacités hépatiques. Par exemple, on aura le foie généralement, va permettre la transformation de 10 molécules de bilirubine chaque 10 secondes ou quelque chose comme ça. Donc, si on aura un taux de bilirubine qui dépasse les capacités, va engendrer une augmentation de taux de bilirubine et cette augmentation de taux de bilirubine à l'origine de cette couleur jaune chez les sujets et cette ectère. Donc, on aura parmi les signes cliniques, donc on aura pour les anémies généralement fatigue, tachycardie, pâleur. Donc, on aura ici, ce sont des signes qui sont un peu plus particuliers par rapport à l'hémolyse. Donc, la splénomégalie s'observe dans le cas d'une hémolyse exagérée. Pourquoi une splénomégalie? Puisque c'est la rate, le lieu de la destruction de globules rouges. Si on a plusieurs globules rouges qui doivent être éliminés, logiquement, la rate va s'enfler, va augmenter de volume pour assurer cette fonction. Donc, généralement, on va observer la splénomégalie dans les anémies hémolytiques. Pour le cas des syndromes d'acrocyanose, donc ça s'observe principalement dans les anémies hémolytiques à autoanticorps froids. Donc, on va essayer de les réexpliquer à la fin, après voir les différents types d'auto-anticorps. On va reprendre les syndromes d'acrocyanose et les urines foncées. Ah, EGM, oui. Les agglutines froides, ce sont EGM. On va les reprendre par la suite. On va essayer de voir la symptomatologie en deuxième position par la suite. L'acrocyanose, c'est comme le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire l'ischémie, la couleur bleue des extrémités. Cyanose, c'est au niveau des extrémités. Lorsque le sang n'arrive pas au niveau des extrémités, va engendrer une ischémie et on engendre une couleur bleue des extrémités. On l'appelle l'acrocyanose. Les urines foncées s'observent principalement dans le cas des anémies hémolytiques à autoanticorps froids également, généralement dans le cas d'hémolyse intravasculaire. Donc, qui dit hémolyse intravasculaire dit libération de l'hémoglobine au niveau de la circulation. L'hémoglobine libre et toxique va rapidement être associée avec l'aptoglobine et on aura l'augmentation de l'élimination qui va engendrer une hémoglobinémie due à l'augmentation de taux de l'hémoglobine au niveau de la circulation. L'augmentation de l'élimination de l'hémoglobine au niveau des urines va engendrer une hémoglobinurée et donc on aura la couleur foncée des urines. Donc le diagnostic, c'est-à-dire comment je peux poser le diagnostic. Le diagnostic, c'est une étape essentielle au traitement. Connaître la pathologie va aider à déterminer la stratégie thérapeutique adéquate pour la pathologie. Donc, le diagnostic va reposer sur 4 étapes et on va voir l'examen clé. Donc, pour chaque pathologie, il y en a des examens clés qui permettent de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de telle ou telle maladie. Donc, la première des choses, c'est retrouver cette anémie hémolytique. Donc, je dois trouver une anémie. Donc, anémie, c'est taux d'HB diminué. L'hémolyse. Donc, confirmer qu'il y a une anémie par le taux d'HB. Confirmer qu'il y a une hémolyse par un bilan biochimique. Quel est le bilan biochimique qui permet de dire qu'il s'agit d'une hémolyse? C'est principalement, il y en a le triade très caractéristique. Il y a la bilirubine, l'aptoglobine et l'ALDH. Bilirubine, oui, bilirubine, donc on aura donc anémie, c'est la phanase qui va permettre de mettre en évidence la présence d'une anémie. Juste une question. D'après vous, l'anémie hémolytique, est-ce que c'est une anémie régénérative ou bien arégénérative? Régénérative. Pourquoi? Bien, c'est bien. Très très bien. C'est pourquoi régénératif? Ou c'est quoi régénératif? Problème périphérique, c'est bien, extra. Donc, c'est problème périphérique, la cause n'est pas centrale, c'est extra, bien. Donc, c'est
la production est normale, la destruction c'est au niveau périphérique. Donc le taux de réticulocytes produit au niveau de la moelle est normal. Donc on aura un taux de rétic normal, supérieur à 120 G par litre. Donc ça, la première des choses, présence d'une anémie. D'après vous, une deuxième question, est-ce que c'est une anémie normocytaire, normochrome, microcytaire, macrocytaire? Normocytaire. Les deux, c'est-à-dire les deux. Anémie normocytaire, normochrome, régénérative, c'est bien. Mais parfois, on peut la retrouver macrocytaire. Pourquoi? Ok. Il n'y en a pas des autres. Bon. Anémie normocytaire, normochrome. Donc, le cas idéal, c'est anémie normocytaire, normochrome régénératif. Mais dans certaines situations, on peut retrouver une anémie hémolytique légèrement macrocytaire. Donc, pourquoi macrocytaire? Donc, vu la forte régénération, qui dit une forte régénération, c'est la production accélérée. Donc, on aura le passage au niveau du sang d'un nombre important de réticulocytes. Et comme vous savez, les réticulocytes, ce sont des globules rouges immatures qui présentent une taille un peu plus grande que les globules rouges. Ces rétiques, au niveau du sang, vont être énumérés ou dénombrés comme des globules rouges. Taille plus importante, un VG1 plus élevé que les globules rouges, donc parfois on peut observer avec un VG1 plus élevé, ce sont les anémies hémolytiques autoimmunes, donc immunologiques de façon générale, soit normocytaire, normochrome, dans certaines situations on retrouve macrocytaire également dû l'augmentation de taille de globules rouges lors du passage dans l'automate, l'automate qui permet de dénombrer les globules rouges, lors du passage de globules rouges avec un auto-anticorps, l'automate va mesurer la taille qui est un peu plus grande, puisque globule rouge avec auto-anticorps, parce que c'est un laser. Laser, lors du passage, on aura un VG1 plus élevé. L'essentiel, c'est une anémie normocytaire, normochrome régénératif. Pardon. Donc, anémie, un taux d'HB qui est diminué. Hémolytique, perturbation du bilan biochimique. Perturbation du bilan biochimique. Bilan biochimique, c'est bilirubine, LDH, aptoglobine. Augmentation de taux de bilirubine, c'est le produit de distraction d'hémoglobine. L'aptoglobine, diminution de taux de l'aptoglobine, puisque c'est l'aptoglobine, la molécule qui va former un complexe d'hémoglobine libre pour l'éliminer de la circulation. Logiquement, l'aptoglobine, à chaque fois, forme un complexe, va s'éliminer, on aura la diminution de taux d'aptoglobine. L'LDH, c'est le produit intracellulaire par excellence de toutes les cellules de façon générale. Donc, toute lésion cellulaire engendre l'augmentation de l'LDH. Bilirubine augmentée, aptoglobine effondrée, LDH augmenté. Présence d'hémolyse. C'est clair? Dans le cas où on aura une hémolyse intravasculaire, en plus de ces signes-là, on peut retrouver une hémoglobinurie, c'est-à-dire l'augmentation de taux d'hémoglobine au niveau du sang, et l'hémoglobinurie, l'augmentation de taux d'hémoglobine au niveau des urines. Ça, c'est dans le cas de l'hémolyse intravasculaire. Donc, anémie, diminution de taux d'HB, présence d'un bilan biochimique perturbé en faveur d'hémolyse, c'est l'hyperbilirubinémie, l'effondrement de l'aptoglobine et l'augmentation de l'LDH. C'est bon. J'arrive déjà à cette étape-là de dire qu'il y a une présence d'une anémie hémolytique. Mais c'est quoi le mécanisme de cette anémie hémolytique? Est-ce qu'il s'agit d'une anémie hémolytique congénitale, par anomalie de membrane, par anomalie d'hémoglobine, par anomalie enzymatique, ou bien une anémie hémolytique d'origine acquise par mécanisme toxique, mécanique, infectieuse ou bien immunologique? Donc, à ce stade-là, acquise, oui. Donc, c'est bon. Deuxième étape, c'est déterminer l'origine. Quelle origine? C'est l'origine immunologique. Donc, il y a un examen clé qui permet de définir l'origine immunologique d'une anémie. C'est ce qu'on appelle le test de Coombs. Test de Coombs-Derek. Donc, c'est l'examen clé qui permet de confirmer l'origine immunologique d'une anémie.
Donc, c'est quoi? Le test de Combs direct permet de confirmer la présence des anticorps fixés à la surface de globules rouges. Si je confirme que j'ai des anticorps à la surface de globules rouges, je peux dire que la destruction est due à des anticorps. Donc, le test de Combs direct, on l'appelle test de Combs direct ou également test direct à l'antiglobuline. C'est l'examen clé de confirmation de l'origine immunologique d'une anémie. Donc, première étape, anémie diminuée. Deuxième étape, un bilan d'hémolyse perturbé. Troisième étape, ou troisième test à faire, c'est confirmer l'origine immunologique. La confirmation de l'origine immunologique se fait par un test de Combs direct. Le test de Combs direct, la finalité, c'est mettre en évidence la présence des anticorps à la surface de globules rouges. Si je mets en évidence ces anticorps-là, c'est-à-dire que la destruction est due principalement ou réellement aux anticorps. Donc, le principe de test, c'est quoi? Donc, le principe de test de Combs direct, comment se fait? Une formation des agglutinats. Donc, comment se fait pour le test? Donc, on aura les globules rouges. Je vais prendre les globules rouges du sujet pour lequel je cherche à confirmer l'origine immunologique de l'hémolyse. Donc ça, à ce stade-là, le test de Combs direct va permettre de faire la différence entre une anémie hémolytique immunologique et une anémie hémolytique non immunologique. Donc si le test devient positif s'il s'agit d'hémolyse immunologique, c'est négatif s'il s'agit d'une anémie hémolytique non immunologique. Donc la première étape, c'est quoi? Je vais prendre logiquement le culot globulaire. Donc un prélèvement, je prends le prélèvement sur tube EDTA, je sépare le plasma de globules rouges et puis je prends les globules rouges du sujet. Les globules rouges, si ils se présentent avec un anticorps à la surface, on ne peut pas l'apprécier à l'œil nu. Donc ces anticorps-là, il y en a deux types des anticorps. Il y a les EGM et il y a les EGG. Les EGG, ce sont des anticorps monomériques. Les EGM, ce sont des anticorps pentamériques. Donc la première des choses à faire dans le cas des auto-anticorps ou des anémies hémolytiques immunologiques, c'est de faire la différence entre EGM et EGG. Pour les EGM fixant le complément, les EGG, il y en a uniquement certaines catégories qui permettent de fixer le complément, c'est le cas des EGG1 et EGG3. Les EGM pentamériques agglutinants, qui ont l'aptitude de formation d'agglutinats, dont l'optimum thermique, c'est plus 4 degrés Celsius. Pour les EGG, ce sont des anticorps monomériques non agglutinants, optimum thermique à 37 degrés Celsius. Donc, à l'état normal, c'est les anticorps fixés, ce sont des EGG. Les EGG fixés à la surface du globule rouge ne peuvent pas fixer le complément, ça c'est de façon générale, et ne peuvent pas former une agglutination. Donc, ils ont besoin de l'aide. Donc, si les EGG sont fixés, je ne peux pas les apprécier à l'œil nu. J'ajoute un facteur aidant. Ce facteur-là va aider à la formation d'agglutinats. Ce facteur-là qu'on appelle, ce sont les antiglobulines humaines, l'anticorps anti-immunoglobuline humaine. L'antiglobuline humaine, c'est un produit monoclonal dirigé contre la fraction constante des anticorps. Qui dit fraction constante, c'est-à-dire que ces antiglobulines humaines vont reconnaître tous les anticorps, puisque c'est la partie constante, la même pour les différents anticorps. C2, la fraction constante C2 va la reconnaître. Les EGG ne peuvent pas former des ponts, ne peuvent pas agglutiner. Je leur ajoute l'antiglobuline humaine. L'antiglobuline humaine va se fixer aux différents auto-anticorps, aux différents anticorps fixés à la surface du globule rouge et vont aider le rapprochement, l'agglutination des globules rouges. Cette agglutination, à ce stade-là, est visible à l'œil nu. Donc, c'est juste, je transforme la présence des anticorps à la surface du globule rouge à l'aide d'un anticorps antiglobuline humaine en agglutination visible. Ça, c'est le principe général. Donc, globule rouge, je leur ajoute un antiglobuline humaine. S'il y a des anticorps, donc on aura la formation d'agglutination. S'il n'y a pas des anticorps, il n'y a pas la formation d'agglutination. Donc, juste comme information au niveau de pratique suivante,
Donc, c'est que pour les anticorps, la première des choses pour les globules rouges, la première étape, c'est de façon générale pour les différentes techniques immunologiques. À la première étape, il faut faire des lavages pour éliminer les excès des différentes protéines plasmatiques qui vont interférer par la suite. Élimination. Oui. Vas-y, Hanan. Vous avez des questions, Hanan? Ah, sans problème, Hanan, normal. Pose des questions, sans problème. T'es levé, la main. Bon, donc Anna, le principe, c'est prendre des globules rouges. Deuxième étape, et c'est l'étape standard dans les différentes techniques immunologiques, c'est de faire des lavages. Faire les lavages, c'est-à-dire éliminer l'excès des protéines plasmatiques qui peuvent interférer. Par la suite, j'ai les globules rouges lavés. Je leur ajoute l'antiglobuline. L'antiglobuline va servir de pont, va faire le pontage. Le pontage qui permet de rendre l'agglutination visible, de rapprocher les globules rouges, de les agglutiner, de les agréger, et donc j'aurai une agglutination visible. Ça, c'est dans le cas de présence d'anticorps. Dans le cas contraire, il n'y en a pas. Ça, c'est pour l'exemple des EGG. Pour l'exemple des EGM, en fait, les EGM, s'ils vont se fixer à la surface du globule rouge, vont être rapidement élués, c'est-à-dire vont être rapidement diffixés des globules rouges. Mais les EGM, on a dit, ce sont des anticorps. Rappelez-moi des propriétés des EGM de façon générale. Okay. Pentamérique, c'est bien. Squat, bien. Penta. Une autre propriété, s'il vous plaît, en dehors de pentamérique. Agglutinant, c'est bien. Agglutination, très bien. Autre. Froide, c'est bon. Une autre. Active, active le complexe, c'est bien. Fixons le complexe. Donc, les EGM, une fois, c'est bien, Amina. Amina, vous avez cité presque la totalité des propriétés, c'est bien. Donc, concernant les EGM, on a dit les EGM se fixent au niveau des globules rouges, en fait, rapidement élués, c'est-à-dire rapidement diffixés. Mais les EGM, après fixation, vont activer le complément. Jusqu'au stade de C3. Et hop, puis les EGM vont être diffixés. Ce qui reste à la surface des globules rouges, ce sont les fractions C3 du complément. Donc, on aura soit des EGG à la surface, soit des fractions C3 du complément restant de la fixation des EGM. Le micro. Donc, concernant, on a dit EGG. Ah, j'ai compris, Amal. Ah, ok, donc Anna, concernant le test de Coombs, oui, on va répéter. Donc, on aura le test de Coombs de façon générale. Le principe de test de Coombs, c'est quoi? C'est de mettre en évidence les anticorps fixés aux globules rouges. Logiquement, pour mettre en évidence, j'ai besoin des globules rouges du patient. Je prends les globules rouges du patient et je leur ajoute des anticorps. Des anticorps, on les appelle les antiglobulines humaines. Les antiglobulines humaines vont servir de pontage, rapprochement des globules rouges, fixation d'antiglobulines à la surface des anticorps et agglutination des globules rouges. Les anticorps, on a dit que ce sont soit des EGG, soit des EGM. Rare cas, là, c'est des EGA. Mais les cas les plus répandus, c'est des EGG ou bien en seconde position, ce sont des EGM. Les EGG, ce sont monomériques, ne permettent pas l'agglutination, on leur ajoute l'antiglobuline. Les EGM ne restent pas fixés à la surface du globule. Au niveau de l'organisme, vont se fixer, vont activer le complément jusqu'au stade de C3 et puis inhiber, puis se diffixer. Ce qui reste à la surface de globules rouges, ce sont des C3. Donc, on va ajouter des antiglobulines humaines qui sont dirigées soit contre les GG, soit contre la fraction C3 du complément.
c'est présence d'EGG agglutination, c'est présence de ces trois agglutination. Présence de ces trois, ça signifie qu'il y a au niveau de l'organisme un EGM qui a été déjà fixé. Donc, anticorps et antiglobuline humaine. Maintenant, le pointage. Donc, en fait, il y a le réactif qu'on va utiliser. Le premier réactif qu'on va utiliser, ce sont des anticorps antiglobulines humaines qu'on appelle polyclonales. Polyclonales, c'est-à-dire des anticorps dérogés contre les EGG et contre la fraction C3. Polyclonales, il y en a deux types d'anticorps, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul type. Ça, c'est en première étape. Par la suite, on utilise des anticorps monospécifiques ou monoclonales. Donc, la première étape, quand je suspecte qu'il y a une anémie hémolytique et je veux confirmer l'origine immunologique, on utilise un réactif. Le réactif, c'est l'antiglobuline humaine, polyclonale. L'antiglobuline humaine polyclonale, c'est un mélange d'anticorps dérégés contre les EGG, en premier lieu, et un anticorps dérégé contre la fraction C3. C'est à la surface du globule rouge présence de l'un ou de l'autre, l'ajout de l'antiglobuline humaine engendre une agglutination. Il n'y en a ni l'un ni l'autre, absence d'agglutination. C'est j'ai uniquement des EGG positifs, c'est uniquement des C3D positifs. Ça, c'est un mécanisme des EGM, je ne sais pas. Le mécanisme exact, je ne sais pas. Mais ça, c'est au niveau de l'organisme. Ils vont se fixer rapidement diluer. Puisque l'affinité des EGM de façon générale par rapport aux EGE, EGG présente une forte affinité aux antigènes. Puisque les EGG, ça au niveau de l'organisme, il y a de façon générale, les EGG présentent une forte affinité. Puisque pourquoi généralement au niveau de la réponse immunitaire, on fait le switch EGM en EGG. Parce que les EGM, ce sont des anticorps qui ont moins de spécificité, moins de sensibilité et moins d'affinité. Puis on passe aux EGG qui présentent une forte affinité et une forte spécificité. Peut-être que pour cette raison que les EGM, par leur faible affinité, vont se fixer et rapidement diluer. Mais le mécanisme exact, je ne sais pas, honnêtement. Donc ça, ce qui se passe au niveau. Donc ça, ce sont les globules rouges. Ça, c'est les anticorps. Ça, c'est l'antiglobuline humaine. On rajoute l'antiglobuline humaine. Non, les EGG ne sont pas rapidement inhibés. Ils vont rester fixés à la surface des globules rouges. Les EGM vont se fixer. Ça, c'est pour le mécanisme physiopathologique de l'hémolyse intravasculaire. Dans le cas de l'hémolyse intravasculaire, comment ça se déroulera? Les EGM vont se fixer à la surface du globule rouge, activer le complément jusqu'à la fraction C3 et puis diluer. Pour les EGG, vont rester fixés jusqu'à leur phagocytose au niveau intratissulaire. Donc, on va prendre les globules rouges. Ça, on va la considérer soit comme des globules rouges. Pas de quoi. Ça, soit c'est des globules rouges, soit ce sont des EGG, soit des fractions C3. On va les imaginer, soit c'est des EGG, soit des EGM. Donc ça, c'est les globules rouges. On va les rajouter les immunoglobulines. Le rôle de l'antiglobuline humaine, c'est de faire le pont et de faire une agglutination visible. Présence d'agglutination, le test de Combs direct positif, le type d'anémie, il s'agit d'une anémie hémolytique immunologique. Absence d'agglutination, test de Combs direct négatif, une anémie hémolytique non immunologique. Adjonction, c'est des antiglobulines dérégées contre soit C3D, soit les GG. Donc, pour l'antiglobuline humaine, on a un anticorps monoclonal. En fait, il y a la première étape qu'on utilise un antiglobuline humaine polyclonale. On a un mélange d'anti-IgG plus anti-C3D. Et puis, en deuxième position, c'est ce test-là polyclonal devient positif.
On veut faire la différence. Est-ce qu'il s'agit des IgG à la surface ou bien des C3D? On utilise des anticorps monoclonaux spécifiques. Donc, lorsque le test de Coombs direct positif, c'est bon. On a dit anémie hémolytique immunologique. On va faire la différence. Maintenant, on va faire, est-ce qu'il s'agit d'un auto-anticorps froid? Est-ce qu'il s'agit d'un auto-anticorps chaud? Est-ce qu'il s'agit d'IgG? Est-ce qu'il s'agit d'IgM? Parce que la prise en charge thérapeutique va changer. Est-ce que cet anticorps présente une large amplitude thermique? Oui, je reprends. Un problème de connexion à mon niveau, à votre niveau? Ok. Si vous n'entendez pas quelque chose, vous me demandez juste, je vais reprendre. Donc la première étape, il s'agit d'une anémie hémolytique. Déterminer l'origine, c'est le test de Coombs. Test de Coombs direct ou test direct à l'antiglobuline, c'est la même chose. Le test direct de l'antiglobuline permet de mettre en évidence la présence des anticorps à la surface de globules rouges. Si le test devient positif, c'est-à-dire présence d'agglutination, il s'agit d'une anémie d'origine immunologique. Si le test devient négatif, il s'agit d'une anémie non immunologique. Donc je cherche les autres étiologies. Immunologique, donc devant une anémie immunologique, je dois déterminer l'origine, plutôt la nature de l'anticorps. Est-ce qu'il s'agit d'IgG? Est-ce qu'il s'agit d'IgM? Est-ce que c'est un anticorps froid? Est-ce que c'est un anticorps chaud? Est-ce que cet anticorps active à 37 degrés Celsius, à plus 4? Donc pour choisir la meilleure prise en charge thérapeutique. Donc, pour étudier, préciser le type des auto-anticorps et leur comportement thermique, pourquoi? Par exemple, si j'ai un auto-anticorps froid à plus 4, qui dit un auto-anticorps froid, dit un anticorps qui est actif ou présente un optimum plutôt thermique à plus 4 degrés Celsius. Est-ce qu'il présente un risque élevé chez le patient, oui ou non? Un anticorps ou un auto-anticorps froid? D'après vous, un auto-anticorps froid qui présente un optimum thermique à plus 4. Non, donc en réalité, non. Mais cet anticorps froid présente une large amplitude thermique, c'est-à-dire peut agir à plus 4, mais peut agir également à 37. À ce moment-là, présente un risque, oui ou non? Un auto-anticorps, oui. Donc c'est le problème de température. Donc ma prise en charge va changer. C'est par exemple, je fais l'identification et je dis que vous avez un auto-anticorps qui présente un optimum thermique à plus 4 avec une amplitude thermique qui va de plus 4 à plus 10 degrés Celsius. La meilleure prise en charge que je vais la proposer, c'est d'éviter le froid uniquement. Ça, c'est la simple chose de le faire. C'est d'éviter le froid. Par contre, c'est un anticorps qui présente une amplitude thermique large qui peut aller jusqu'à 37 degrés Celsius. Là, on va changer notre prise en charge thérapeutique. Donc, c'est bon, on a le test de Coombs direct qui est positif. Deuxième étape, c'est de déterminer est-ce qu'il s'agit c'est un IgG ou bien c'est un anticomplément. IgG. Comment on détermine il s'agit d'anticomplément? On a dit la première des choses, c'est de faire un antiglobuline polyclonal. Antiglobuline polyclonal, mélange d'anti-IgG plus anti-C3. Si l'antiglobuline polyclonal devient positif, j'utilise des antiglobulines, un antiglobuline monoclonal, un antiglobuline monospécifique. Soit c'est un anti-IgG, soit c'est un C3D. Ok. Donc la première étape, c'est de faire, on a dit le principe de test de Coombs direct, c'est de faire les lavages, bien sûr, hein, préparation du lavage des globules rouges, préparation du suspension, et puis c'est l'ajout de l'antiglobuline. L'antiglobuline, il y en a deux types d'antiglobuline. Il y en a l'antiglobuline polyclonale, c'est un mélange. Voilà, antiglobuline, c'est les deux types d'anticorps.
l'anticorps dérégé contre l'IgG ou l'anticorps dérégé contre les C3, la fraction C3. La première étape, j'utilise l'antiglobuline. C'est l'antiglobuline. Avec cette antiglobuline, le test de Coombs direct devient positif. Je passe à un deuxième test de Coombs direct. Mais cette fois-ci-là, j'utilise deux tubes. Le premier tube, je lui ajoute un antiglobuline monoclonal dérégé contre les GG. Le deuxième tube, je lui ajoute un antiglobuline dérégé contre C3. Si le premier tube devient positif, je dis que l'anticorps fixé à la surface de globules rouges, il s'agit d'un IgG. Si le deuxième qui devient positif, je dis que l'anticorps fixé, il s'agit d'un IgM, ou c'est un C3d. Si les deux deviennent positifs, je dis que j'ai un mélange. J'ai le IgG et j'ai le C3. C'est clair? Donc, première étape, je ne peux pas faire la différence. C'est un mélange d'anticorps d'antiglobulines que je l'utilise. Dérégé contre l'IgG contre C3. Puis, pour déterminer c'est quoi la nature de l'anticorps fixé, j'utilise l'antiglobuline monospécifique. Je prends deux tubes. Le premier, je lui ajoute un antiglobuline. Le nom de l'antiglobuline, c'est antiglobuline monoclonale anti-IgG. Permet de mettre en évidence les IgG fixés à la surface de globules rouges. Deuxième type, c'est l'antiglobuline monoclonale anti-C3. Anti-C3d. Permet de mettre en évidence la présence de C3d. Donc ça, c'est concernant le anticorps. Donc l'utilisation de l'antiglobuline spécifique permet de déterminer la nature, soit présence des GG. Qui dit présence des GG, c'est en faveur d'hémolyse extravasculaire. Présence du complément, c'est en faveur d'hémolyse intravasculaire. Puis la spécificité, c'est-à-dire quoi, ça veut dire quoi la spécificité? C'est-à-dire que cet anticorps est dirigé contre quel antigène? Est-ce que dirigé contre les antigènes du système Rhésus? Est-ce que c'est dirigé contre les antigènes du système MNS par exemple? Donc, déterminer la nature se fait grâce au TDA par monospécifique. Qui dit nature, c'est soit IgG, soit C3d. Déterminer la spécificité. La spécificité, c'est-à-dire déterminer, ça veut dire déterminer la nature de l'antigène contre lequel est dirigé cet anticorps. Donc, on fait par le test ce qu'on appelle le principe de Araï. La recherche d'agglutinine irrégulière. Donc, le même principe. C'est quoi le principe de l'Araï? On va mettre les sérums du sujet qui est censé contenir des anticorps en présence des hématies. Des hématies, mais dont le phénotype est connu. C'est-à-dire, je vais mettre des hématies avec des antigènes dont je le connais. Les anticorps, par exemple, je dis IMAC1 contient l'antigène D du système Rhésus, l'antigène grand E, l'antigène petit E, l'antigène petit C, contient le DIFI A par exemple, ne contient pas le DIFI B, pas le GKA, pas le GKB. Donc, je connais le phénotype de l'hématie. Si le sérum réagit avec l'hématie, je suspecte l'un des antigènes présents. C'est clair? C'est le plus simple. Essentiel, on va faire un mélange, on va prendre plusieurs tubes avec plusieurs hématies de phénotypes différents. Et je mélange. Les hématies qui présentent une réaction positive, je suspecte les antigènes présents. Hématie avec réaction négative, j'élimine les antigènes présents. L'essentiel Araï, c'est une technique qui va permettre de déterminer la nature de l'antigène contre lequel l'anticorps est dirigé. Je dis c'est un anticorps anti-grand E, un anticorps anti-DUFI A, anti-quel, à la fin de ce test-là. C'est quoi le test d'élition? Le test d'élition, ça veut dire que je vais récupérer les anticorps fixés. Test d'élition, devant un test de Coombs direct, généralement, on va passer au test d'élition. Maintenant, je récupère les anticorps. Les anticorps fixés, je fais, par des techniques physico-chimiques, récupérer les anticorps, les défixer, les détacher des globules rouges. Et puis, une fois que je les détache, je recherche leur identité, leur spécificité. La technique donc on aura, généralement, c'est par des techniques physico-chimiques, soit par l'éther, soit par
L'essentiel, c'est de rompre cette liaison anticorps-antigène et récupérer l'anticorps. Nature, c'est par le test de Coombs direct monoclonal. Spécificité, c'est par la technique on cherche la nature de l'anticorps, par exemple, dans le cas où on aura besoin d'une transfusion. Par exemple, un anticorps dirigé contre le grand E. Je préfère, dans le cadre d'urgence où le patient nécessite une transfusion, de donner des unités dépourvues de cet antigène pour éviter l'hémolyse. Donc ça, c'est le principe de l'édition. Ça, c'est le culot. En présence de l'éther ou bien par chauffage, j'élimine les anticorps fixés au globule rouge. Je récupère les liens et je fais mon étude qui est la RAI, la recherche d'agglutinine, c'est-à-dire réaction antigène-anticorps en présence des hématies de phénotype connu. On va essayer de reprendre ça par la suite. Que la RAI, c'est vraiment une technique qu'il faut détailler. Bon, on n'a pas assez de temps pour la détailler ici. Sans ça, vous allez voir ça normalement dans TP ou TD. Donc la quatrième étape, donc c'est bon, c'est préciser la nature, le type de l'auto. Première étape, c'est établir le syndrome d'anémie hémolytique, donc poser le diagnostic d'une anémie hémolytique grâce à la FANAS et un bilan biochimique perturbé. Deuxième étape, c'est confirmer l'origine immunologique par le test de Coombs direct. Troisième étape, c'est déterminer la nature et la spécificité de l'auto-anticorps par test d'élition et RAI. Pardon. Problème de connexion, le problème au niveau du PC, juste un moment, Barca. Un petit moment, pardon. Un petit moment. Le PC est bloqué. Juste un petit moment. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Ben non. Un petit problème, Barca, au niveau du PC. Apparemment, le PowerPoint est bloqué. Donc, juste, on va attendre. L'essentiel, en attendant, on a dit que la RAI, c'est une étape, en fait, à la fin. Il suffit de dire qu'il s'agit d'une anémie hémolytique. La RAI fait partie de déterminer la spécificité. Parfois, dans le cas, par exemple, des anémies hémolytiques à auto-anticorps froid, réellement, on peut s'en passer pour la RAI. Il suffit de dire qu'il s'agit d'une anémie hémolytique à auto-anticorps froid, sans déterminer même pas la spécificité. C'est ce qui se passe en réalité, en pratique. Mais pour les auto-anticorps chauds, de préférence, c'est les souhaitables de rechercher la spécificité de l'anticorps et réaliser la RAI. L'examen clé, c'est le test de Coombs direct. Juste un moment.
Donc, concernant, une fois c'est bon, on va rechercher l'étiologie. C'est bon, c'est clair, l'écran, c'est bon? Donc, concernant la recherche de la cause sous-jacente, on va voir les différentes étiologies. Donc, la première, par exemple, pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds. Donc, auto-anticorps chauds, ce sont des EGG. S'observe principalement ces anémies chez les sujets âgés au-delà de 50 ans et se présente avec un tableau chronique extravasculaire. Le mécanisme, vu que c'est un EGG, 37 degrés Celsius. L'origine ou la cause de ces anémies, dans plus de la moitié des cas, il s'agit des anémies hémolytiques à auto-anticorps idiopathiques. Idiopathiques, c'est-à-dire sans connaître l'étiologie. Apparition brutale d'une anémie hémolytique auto-immune sans cause connue. Les autres causes, ce sont des anémies hémolytiques secondaires, soit aux médicaments, soit au cancer, soit aux maladies auto-immunes. Donc, les trois causes à l'origine d'une anémie hémolytique à auto-anticorps chauds, cancer, médicaments et maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, à titre d'exemple, le plus érythémateux disséminé. Les cancers, c'est les hémopathies lymphoïdes. Et on aura les médicaments. Plusieurs médicaments peuvent engendrer des anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds. Donc, on aura également les déficits immunitaires, les autres cancers, les tumeurs, ovaires, seins. Mais ça, c'est pas de façon systématique. C'est pas tout le monde qui vont avoir un cancer, par exemple, un lymphome, même une LLC, systématiquement, vont avoir une anémie hémolytique à auto-anticorps chauds. Donc, le traitement repose sur l'écrasement du système immunitaire par l'administration du corticothérapie, des immunosuppresseurs. Donc, on va marcher par cascade, par ordre. La première des choses, c'est cortico. C'est le patient ne répond pas aux cortico, on va passer aux immunosuppresseurs. Si le patient ne répond pas aux immunosuppresseurs, on va passer aux immunoglobulines polyvalents. En troisième et en finalité, c'est la splénectomie. Pourquoi la splénectomie? On va éliminer la rate puisque c'est le lieu de l'hémolyse. Donc, anémie hémolytique à auto-anticorps chauds, c'est des EGG actifs à 37 degrés Celsius, c'est-à-dire vont se fixer à la surface de globules rouges à une température de 37 degrés Celsius. Donc, s'observe chez les sujets âgés généralement le mécanisme de la destruction extravasculaire, soit idiopathique, soit secondaire, cancer, médicaments et maladies auto-immunes. Le traitement, c'est écrasement du système immunitaire. Donc, par la suite, on aura les anémies hémolytiques à auto-anticorps froids. On a deux catégories. Il y a deux pics. Il y a des anémies hémolytiques qui s'observent chez l'enfant. Auto-anticorps froids, généralement, ce sont des EGM. Pour les auto-anticorps chauds, ce sont des EGG. La spécificité, généralement, dirigée contre les antigènes du système Rhésus. La plupart des auto-anticorps à l'origine d'une anémie hémolytique à auto-anticorps chauds, ce sont des EGG dirigés contre les antigènes du système Rhésus. Les anémies hémolytiques à auto-anticorps froids, ce sont des anticorps de type EGM, le plus souvent dirigés contre l'antigène grand T du système IPT, dirigés contre les antigènes grand T. On a deux pics pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps froids. Il y a ceux qui s'observent chez le sujet âgé au-delà de 50 ans, et à ceux qui s'observent chez l'enfant. Chez l'enfant ou chez l'adulte, il s'agit d'une hémolyse intravasculaire. Donc, vous imaginez par exemple les anticorps froids. Ce sont des anticorps de quel type? IgG ou IgM? IgM. IgM, qui dit IgM, ce sont des anticorps agglutinants. Donc, vont se fixer, et on a ceux qui vont agglutiner, et une fois qu'ils vont agglutiner, vont pouvoir bloquer la circulation. Et ce blocage va engendrer ce qu'on appelle cyanose, qu'on a déjà vu. Poussée d'hémolyse intravasculaire avec un syndrome de Raynaud. Syndrome de Raynaud, c'est les ischémies et cyanose au niveau des extrémités. Donc, ces deux anticorps froids se fixent à une température inférieure à 37 degrés Celsius. Qui dit inférieure à 37 degrés Celsius, la fixation et l'agglutination se fait uniquement dans le cas d'exposition froid. Dans le cas où on aura cette anémie et exposition de froid avec présence d'hémolyse intravasculaire, chez le sujet adulte, ce cas-là, on l'appelle une maladie des agglutinines froides. Chez l'enfant, on observe une hémolyse intravasculaire. Les EGG, non. Les EGM, oui.
Donc, concernant l'enfant, donc on aura une anémie hémolytique autoanticorps froid, s'observe dans le cas des infections virales. Dans le cas de mycoplasme pneumoniae, par exemple chez l'enfant, si vous vous retrouvez avec une anémie hémolytique, vous confirmez l'origine immunologique, et puis lors de votre enquête étiologique, vous retrouvez par exemple qu'il présente une infection à mycoplasme. À ce moment-là, c'est clair, il faut traiter l'infection, par la suite, l'anémie va disparaître systématiquement. Dans le cas des anémies hémolytiques à autoanticorps froid, généralement, la seule thérapeutique à adapter, c'est d'éviter l'exposition au froid. Parce qu'en absence de froid, les anticorps ne vont pas se fixer. Donc, anémie hémolytique à autoanticorps chaud, spécificité, c'est des anticorps dérégés contre les antigènes du système Rhésus, s'observe chez le sujet adulte, s'observe dans la majorité des cas de façon idiopathique ou bien secondaire à des cancers, des médicaments et des maladies auto-immunes. Le traitement, c'est des traitements immunosuppresseurs, soit corticaux, soit l'autre. Dans le cas des anémies hémolytiques auto-anticorps froids, les auto-anticorps froids, ce sont des anticorps du type EGM, dirigés contre les antigènes du système grand type T, dirigés principalement contre l'antigène grand T, engendre chez le sujet âgé ce qu'on appelle maladie des agglutunes froides. Chez l'enfant, s'observe secondaire à des infections, principalement l'infection à mycoplasme. Et elle est transitoire. La seule thérapeutique à adapter, c'est d'éviter l'exposition au froid. Il y a une autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les anémies hémolytiques à immunoglobulines biphasiques. On appelle également hémoglobinurie paroxystique à Frégor. Donc, ce sont des anémies qui sont dues à des anticorps un peu particuliers. On les appelle des anticorps IgG biphasiques, ou bien selon celui qui l'a découvert de Donat et Landsteiner, ces anticorps oui, on va y arriver par la suite. Ces anticorps, ce sont des anticorps dirigés contre les antigènes P. P. Directement, uniquement P. C'est des anticorps de type IgG biphasique, c'est-à-dire biphasique. Ce sont des anticorps. Pour se fixer, nécessitent une température de plus 4. Pour engendrer l'hémolyse, nécessite une température de 37 degrés Celsius. La fixation ne se fait que à température basse, l'hémolyse ne se fait qu'à température chaude. Donc, si cet anticorps se présente à froid, va se fixer. Donc, ce sont des anticorps biphasiques dirigés contre. Donc, ce ne sont pas des EGM, hein, ce sont des IgG biphasiques dirigés contre l'antigène P, grand P. P appartient au système P globe. Donc, c'est un antigène P. Ça signifie quoi des anticorps biphasiques? C'est-à-dire la fixation se fait à une température froide et à système P. Système P. Donc la fixation se fait à température froide et l'hémolyse se fait à 37 degrés Celsius. S'observe chez tous les sujets âgés, c'est une anémie en fait rare. Donc il faut éviter l'exposition au froid. Pourquoi? Le froid va engendrer quoi? Anémie hémolytique à immunoglobulines biphasique. Biphasique, c'est-à-dire deux phases. Présente deux phases. La fixation. La première phase, fixation à une température basse, à 37 degrés Celsius. On va imaginer comment va se déroulera. Patient qui se trouve à froid et comme par hasard présente un dérèglement du système immunitaire et présente au niveau de son organisme un anticorps de type IgG biphasique. Si ce patient-là se présente à froid, cet anticorps va se fixer à la surface de globules rouges.
mais ne va rien faire. Le patient, par la suite, va reprendre sa température normale à 37 degrés Celsius. Hop, cet anticorps va agir et va détruire le globule rouge. C'est pour cette raison que les appelle les IgG biphasiques. Il y a un quatrième type d'anémie que je ne l'ai pas mentionné ici, c'est les anémies hémolytiques mixtes. Mixtes présentent un mélange d'IgG avec cette 3D, IgG plus IgM. C'est très 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 rare en fait. Donc ça, c'est juste pour reprendre le traitement de façon générale des anémies hémolytiques à auto-anticorps, étiologique, c'est-à-dire il faut traiter l'étiologie, est-ce qu'il s'agit d'une infection, est-ce qu'il s'agit d'un cancer, la symptomatologie en fonction de l'urgence, la transfusion, réchauffer, c'est le cas par exemple des auto-anticorps froids, réchauffer ou préchauffer la poche à transfuser, rechercher les allo-anticorps à côté pour éliminer le risque puisque les allo-anticorps sont plus dangereux que les auto-anticorps lors de la transfusion. Oui, anémie hémolytique à auto-anticorps froid de type IgM, oui. Anémie hémolytique à auto-anticorps froid de type IgM dirigée contre I. Antigène I. Donc voici le tableau qui récapitule. 37 degrés Celsius, IgM, IgG. Donc, antirésus pour les anticorps chauds. Pour les maladies des agglutines froides qui s'observent chez le sujet âgé, principalement c'est le grand I. Également pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps froids transitoires chez l'enfant, c'est l'antigène grand I. Hémoglobinurée paroxystique à Frégor, c'est pour le grand P. Pour les anémies hémolytiques mixtes, EGM plus IgG, s'observe principalement pas de spécificité dépourvue jusqu'à maintenant, peut diriger contre les antigènes de grande fréquence et tout type d'antigènes. Maladie des agglutines froides, ce sont les anémies hémolytiques à auto-anticorps froids qui s'observent chez le sujet âgé, qu'on a vu là. Anémie hémolytique à auto-anticorps froids, 50 ans, s'observe, c'est ce qu'on appelle une maladie des agglutines froides. C'est juste séparé. Maladie des agglutines froides s'observe chez le sujet âgé, de type IgM principalement, optimum thermique à plus 4, dirigé contre la fraction C3, le test de compte direct, la spécificité c'est contre C3, et on aura les LUA négatifs, on ne va pas tester avec la RAI c'est pour les IgG, non pas pour les IgM, et le système c'est compté. Là, c'est les anémies hémolytiques. Des anémies hémolytiques à anticorps froids chez le sujet âgé, c'est contre chez l'enfant. Secondaire généralement aux infections. L'infection la plus fréquente, c'est les mycoplasmes ou bien syndrome mononucléosique infectieux. Le type d'anticorps, la classe d'anticorps, c'est l'IgM. L'optimum thermique, c'est plus 4. La spécificité du test de compte direct, c'est un C3. Logique, c'était IgM. Et on aura les LUA, c'est la RAI. La RAI, c'est pour les IgG principalement. Négatif. La spécificité dirigée contre l'antigène I. Hémoglobinurée paroxystique à Frégor, due à la présence qu'on appelle des IgG biphasiques. IgG biphasique qui se fixe à une température de plus 4 et inférieure généralement à 15 degrés Celsius, et l'hémolyse à 37 degrés Celsius. Spécificité ici, c'est IgG plus C3, et négatif pour les LUA, dirigé contre le P. Anémie hémolytique à auto-anticorps mixte, s'observe très rare, s'observe dans le cas des adultes, lymphome malin non-Hodgkinien, IgG plus IgM, et on aura une large amplitude thermique, active de plus 4 à 37 degrés Celsius. C'est IgG plus ou moins C3.
L'ELIA va mettre en évidence les EGG, la spécificité non déterminée. Pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps froids, elle apparaît lors de l'exposition de froid. À l'état normal, les anémies hémolytiques, les auto-anticorps. Donc, il faut faire attention. Pour dire une anémie hémolytique, il faut présence d'un auto-anticorps et présence d'hémolyse. Dans des situations physiologiques, dans des sujets sains, normaux, on peut retrouver des auto-anticorps qui circulent normalement, mais sans hémolyse. Dans ce cas, on ne parle pas d'anémie hémolytique. Anémie hémolytique, c'est présence d'auto-anticorps avec hémolyse, avec une anémie bien sûr. Dans le cas que anémie hémolytique auto-anticorps froid, lors de l'exposition du froid, va engendrer la fixation et l'hémolyse. L'anémie hémolytique la plus fréquente, ce sont les anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds, qui représentent 80% des cas des anémies hémolytiques. Anémie hémolytique à auto-anticorps chauds de type IgG. Donc, concernant le traitement d'urgence, dans le cas où on aura une anémie sévère, c'est la transfusion principalement avec du sang le plus compatible possible. Dans le traitement chronique, c'est, on a dit, la cortico, les immunosuppresseurs, les immunoglobulines polyvalents, la splénectomie, ou bien ce qu'on appelle les rituximab également, des anticorps de rejet contre la fraction CD20 des lymphocytes. Donc, si vous avez des questions, vas-y, bon. Normalement, on a terminé pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps. Pas de questions, tout le monde, c'est bon? Ah, yes. Bon courage, à la prochaine, Inch'Allah. Le traitement de première attention des anémies hémolytiques. Donc, généralement, pour le traitement des anémies hémolytiques, donc pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps froid, donc ça ne nécessite pas de traitement. Généralement, on évite uniquement l'exposition à froid et la disparition spontanée de l'anémie, guérison spontanée des anémies hémolytiques à auto-anticorps froid. Dans le cas des anémies hémolytiques à auto-anticorps chaud, donc on va marcher par cascade en fonction de sévérité. Et on laisse toujours la transfusion la dernière. La première, c'est la corticothérapie. Deuxième point, on va passer, c'est le patient répond à la corticothérapie, c'est bien. Sinon, on aura une corticorésistance. On va passer au deuxième palier qui est les immunosuppresseurs. Par la suite, si ne répond pas aux immunosuppresseurs, on peut passer aux immunoglobulines polyvalents. Ça ne marche pas toujours. C'est la splénectomie, la dernière étape de traitement. Si on est dans une situation d'urgence, bien sûr, c'est la transfusion, mais ce n'est pas toujours efficace. Dans le cas des anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds. Froid, pas de... Si, par exemple, dans des situations également, par exemple, un accident avec une anémie hémolytique à auto-anticorps froid et on a besoin de transfusion, la seule ou le seul conseil à donner, c'est préchauffer la poche avant la transfusion. Les causes, par exemple, pour les anémies hémolytiques à auto-anticorps froid, on a dit c'est principalement les infections de façon générale et les idiopathiques. Pour les enfants, c'est les infections virales. Mycoplasme la plus fréquente. Concernant les anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds, c'est idiopathique. Bon, pour la plupart des anémies hémolytiques auto-anticorps, elle est idiopathique dans plus de la moitié des cas. Idiopathique, bien, c'est les cancers, les hémopathies lymphoïdes par excellence. Deuxième point, c'est les médicaments. Tout médicament est soupçonné ou suspecté à l'origine d'anémie hémolytique jusqu'aux preuves du contraire. Et on aura les maladies auto-immunes. Bien sûr, les maladies auto-immunes du système, de façon générale, vont produire deux types d'auto-anticorps dérogés contre les différents types d'antigènes. Pour les anémies... Pour les anémies également, hémoglobinurie paroxystique à Frégor, s'observent principalement les infections, principalement syphilis, surtout chez l'adulte. Exceptionnellement rare, chez l'enfant, et toujours c'est éviter l'exposition à froid, le facteur déclenchant des anémies. C'est clair pour tout le monde?
Ok. Bon courage, Rabbi Sahel, Inch'Allah. Bonne révision, bon courage et bon confinement. À la prochaine, Inch'Allah.